Bonjour, vous. Avant de commencer, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible en description. Un concours qui vous permet de gagner le jeu vidéo de votre choix parmi une liste de jeux vidéo récents. Venez tenter votre chance en cliquant sur le lien en description, un lien affilié qui nous permet de financer nos projets actuels, en plus de rémunérer tout le monde dans le crew. Merci à vous. Participer au concours, c'est actuellement le moyen de nous soutenir numéro 1. On a déjà parlé des crossovers sur cette chaîne, mais sous l'angle de ce que ça pouvait apporter aux jeux qui les employaient. Que ce soit des partenariats de plus ou moins longue durée, via des événements, ou tout simplement parce que des développeurs ont voulu intégrer à des jeux de commande des personnages de leur propre franchise. La pratique du featuring, bien qu'assez peu fréquente, est connue. Et la dernière fois, justement, on s'était amusé à regrouper ce qu'on pouvait sous des thématiques bien particulières, nous permettant de traiter de crossovers finalement assez peu développés, bien qu'assez surprenants. Et aujourd'hui, on va retourner dessus, mais en prenant la problématique sous un autre sens. Des featuring, plus ou moins nombreux, tout aussi improbables, mais diablement intégrés au matériel de base. Final Fantasy Brave Exvius et les icônes de la pop. De but en blanc, je pense que posé là, comme ça, c'est clair et net que le niveau d'improbabilité est quand même assez élevé. Pourtant, on regarde ce qu'a proposé Final Fantasy par le passé et comment tout ça s'est goupillé. En fait, c'est loin d'être incohérent. Bon, déjà, premier truc à déblayer, c'est quoi Final Fantasy Brave Exvius ? Final Fantasy Brave Exvius est une des percées de Square Enix dans le milieu du jeu vidéo mobile les plus convaincantes. Entre 2 ou 3 portages de Final Fantasy console vendus à prix d'or, sortent mine de rien des petites pépites pensées pour le smartphone, et dans le lot se trouve Brave Exvius, qui de loin ressemble, on va pas se mentir, un RPG assez banal, comme on en retrouve des milliers sur les stores mobiles, et qui tourne sous RPG Maker, pour se donner un genre. Pourtant, Brave Exvius est loin d'être oubliable. Non seulement le gameplay est intéressant, mais en plus il se dote d'une belle histoire, et d'un modèle économique loin d'être envahissant, et régulièrement mis à jour, de personnages originaux ou issus de précédents Final Fantasy. Un jeu mine de rien assez sympa que je pourrais vous conseiller si jamais Genshin Impact ne vous vend plus assez de rêves et qui à sa sortie avait fait pas mal de bien aux fans de Final Fantasy, peut-être un petit peu déçus des grosses productions console. Et comme beaucoup de jeux du genre, pour vivre, il faut attirer le public. Faut créer des événements. Et pour ce faire, Square Enix en 2017 va pas aller dans la dentelle. Ils vont faire une collaboration avec Ariana Grande, la chanteuse. Une première collaboration visant à fêter les 9 millions de téléchargements du jeu, d'abord incluse en tant que mascotte avec une réorchestration de son titre Touch It, son avatar sera rapidement carrément incluse dans le jeu en tant que personnage jouable limité. Seul l'événement en question vous permet de la jouer, un événement fini et donc plus disponible aujourd'hui qui réclamait quand même que le joueur soit suffisamment avancé dans le jeu pour accéder au Dimensional Vortex. Cette dernière est un personnage relativement puissante, vêtue de son costume de Bunny Girl, le même que sur la pochette de son album Dangerous Woman, Ariana Grande étant d'ailleurs présente sous le nom de Dangerous Ariana. Et en 2018, Square Enix va remettre ça, mais avec Katy Perry. On reprend la même recette, une icône de la pop intégrée au jeu, avec la même description de personnage, une chanteuse très célèbre qui vient d'un autre monde, et ce dans le cadre d'un événement in-game. La différence cette fois, c'est qu'il ne s'agit pas d'une réorchestration, mais d'une musique carrément composée et chantée par Katy Perry pour l'occasion, dans laquelle la chanteuse est habillée comme son personnage, Immortal Flame. Et personnellement, j'ai préféré l'intégration d'Ariana Grande à celle de Katy Perry. Peut-être que c'est le côté nouveauté qu'on n'a plus avec Katy Perry, ou peut-être aussi, et je pense que c'est plus ça, le fait que Final Fantasy se soit vraiment adapté à Ariana Grande et pas l'inverse avec Katy Perry. Ça et la réorchestration de Touch It, que je trouve beaucoup plus convaincante que la musique composée par Katy Perry. Non, vraiment, je peux pas vous faire écouter d'extrait parce que les droits d'auteur, tout ça, mais je vous invite à aller l'écouter, c'est vachement bien fichu en vrai. Et vachement cohérent avec l'univers Final Fantasy tel qu'on s'attend à le retrouver. C'est d'ailleurs ce respect des codes de Final Fantasy pour les personnages et les musiques qui m'ont fait me dire que c'était finalement pas si déconnant de les voir apparaître ici. Square Enix et les collaborations avec des icônes de la pop, au fond, c'est pas la première fois qu'on voit ça. On se souviendra notamment de la collaboration avec Leona Lewis pour certaines musiques de Final Fantasy XIII. Une collaboration convaincante qui, si on peut en redire évidemment sur la qualité du jeu, critique qui ne m'empêche pas d'adorer ce Final Fantasy cela dit en passant, rendent la bande son de cet épisode mal aimé assez imbloquable. Bref, le genre de featuring improbable, bien travaillé, cohérente comme on les aime, perso, j'en redemande. Shin Megami Tensei 3 avec Dante de la série Devil May Cry. La série Shin Megami Tensei, c'est un bordel sans nom. Nous sommes très nombreux à avoir connu cette série via ses spin-offs, beaucoup plus populaires en Occident.
Persona, entre autres. Pourtant, Megami Tensei date quand même de 87, c'est une série de jeux inspirée de l'œuvre de science-fiction d'Aya Nishitani, Digital Devil Story, Megami Tensei, et qui en reprend certains éléments. Atlus prendra bien plus de liberté par la suite avec Shin Megami Tensei sur Super Nintendo en 92, et très rapidement ce sera la foire aux spin-off en tout genre qui prennent source dans les écrits et les thématiques d'Aya Nishitani, sans que ça ait plus grand chose à voir au final. Toujours est-il que c'est ainsi que la licence est née au Japon. Ça aura le droit à son petit succès d'estime là-bas, mais au fond, Megaten qu'on se le dise, ça reste une affaire 100% nippone. Aucun jeu de la série originale ne parvenant à sortir des frontières japonaises, ce jusqu'à Shin Megami Tensei 3 Nocturne, qui va débarquer en Occident, aux États-Unis et en Europe, sous le nom de Lucifer's Calls d'ailleurs pour nous, entre 2004 et 2005 sur PlayStation 2 contre 2003 au Japon, et attention s'il vous plaît, traduit en français, pour la première et la dernière fois dans la série Shin Megami Tensei. Voilà. Vous vous en doutez sûrement, mais l'année de latence entre la sortie japonaise et américaine ne va pas servir qu'à localiser le jeu. En réalité, ce sont 3 versions de Shin Megami Tensei 3 qui vont sortir au Japon. On a évidemment la première, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, qui propose l'aventure de base. S'en suivra une version mise à jour, sous-titrée Maniacs, avec du coup, et on y vient, le featuring avec Dante de la série Devil May Cry. C'est un peu plus tard que sortira une 3e version, Maniacs Chronicle, dans laquelle Dante sera remplacé par Raido Kuzunoha, protagoniste d'un autre spin-off à Megaten, Devil Summoner, Raido Kuzunoha vs The Soulless Army. Ouais, faut s'accrocher. Mais normalement maintenant le décor il est planté, et en plus de ça vous savez même qui c'est Raido, le personnage que vous avez peut-être vu dans le trailer du remaster de Shin Megami Tensei 3. Dante est issu d'une collaboration avec Capcom pour tenter de faire connaître un petit peu plus les Shin Megami Tensei, une licence vraiment de niche même au Japon. Toute une histoire est développée autour du personnage, survivant comme le héros de l'apocalypse qui a ravagé Tokyo, la Conception. Bien que son rôle soit assez mineur dans l'histoire de Shin Megami Tensei, je préfère ne pas trop vous en raconter. Le remaster sort cette année, ce serait franchement dommage de vous spoiler ça, que vous jouiez avec sa version Raido ou l'original Dante. En cela, le jeu contient de nombreuses scènes mémorables, et Dante est, ma foi, plutôt bien intégré à la diégèse du jeu, elle-même cohérente avec ce qu'est amené à vivre le héros de Capcom dans ses propres aventures. Je dirais malgré tout que la grosse faiblesse de son intégration est qu'il s'agit au final plus d'un caméo premium, son histoire est sous-développée et ne trouve pas de réelle conclusion dans les différentes fins du jeu. Une fois son scénario terminé, Dante n'interviendra plus dans les dialogues et sera toujours là. Il est avant tout ici pour faire plaisir et surtout attirer un nouveau public. À ce propos, la présence de Dante ne sera véritablement appuyée avec un stickers que dans la version européenne du jeu. Le fameux stickers With Dante from Devil May Cry series. Un stickers qui va devenir un mème sur internet, parce que mis en avant comme un vrai feat alors qu'assez anecdotique au regard de la durée de vie du jeu. Un sticker que les internautes vont coller un petit peu partout quand il s'agit de présenter des figurines du jeu vidéo et qui a clairement connu un revival à l'annonce du remaster de Shin Megami Tensei 3. Improbable, ce feat Capcom Atlus l'était déjà pas mal à l'époque. Alors que les deux séries sont à une toute autre popularité aujourd'hui, ça rend les choses encore plus magiques. La plupart des crossovers Fortnite. Ouh, j'en vois déjà certains avec leur meilleure fourche s'attaquer aux personnes qui aiment Fortnite dans les commentaires. Ce que je peux comprendre, que ce soit par overdose suite à l'exposition un peu trop importante sur des médias comme YouTube ou Twitch, et auxquels on a eu droit pendant des années, ou tout simplement car c'est pas votre tasse de thé, mais du coup, de vous à moi, c'est quand même un peu violent de mettre le feu à quelque chose que vous aimez pas. Qu'on le veuille ou non, depuis 2017, le Battle Royale d'Epic Games a bien roulé sa bosse. Des milliards d'heures de jeux au compteur, des bénéfices records engrangés presque tous les ans, et surtout ça tombe bien, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un nombre de crossovers pour le moins impressionnant qu'on ne s'attendait pas à voir ici. C'est simple, en quelques années, le jeu est devenu une vitrine commerciale absolument incroyable, que ce soit pour des diffuseurs comme pour Epic. C'est à travers un système de saison censé apporter du contenu temporaire, et une boutique proposant entre autres des skins que Fortnite a décidé d'exploiter à fond leur audience, tout en leur proposant du contenu qui allait bien entendu les ravir. C'est sûr qu'avec plus de 350 millions de comptes inscrits, ce serait con de se priver de quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques années, on a vu apparaître sur le Battle Royale, et attention, ça va aller vite, les skins de John Wick, les Avengers, Thanos, Stranger Things, Batman, Rey et les Troopers de Star Wars, Deadpool, Harley Quinn, Aquaman, Daryl et Michonne de The Walking Dead, Green Arrow, les X-Men, Predator et même plus surprenant encore, Kratos, Master Chief, Mandalorian et Terminator.
Oui, autant vous dire qu'avec tout ça, Fortnite a acquis le super pouvoir de faire des danses super ridicules à vos personnages préférés. Wow, that's illegal. Outre une ribambelle de skins, et on y revient, les événements des saisons sont à eux seuls des mini-histoires, souvent réparties à travers des quêtes, et qui s'amusent à intégrer autant que possible les crossovers. On a donc eu le droit, pour les plus marquants, à un combat de robots géants façon Sentai contre Kaiju pour fêter un événement spécial Power Ranger, un featuring entre les Avengers et les X-Men devant faire face au terrible Galactus, et si on creuse un petit peu plus loin, on tombe même sur un concert live de Travis Scott, ou même de Marshmello. Oui, vous avez bien entendu, après les icônes de la pop culture, se ramènent aussi des icônes de la musique pop, qui peuvent s'assurer de la visibilité de Fortnite pour toucher un autre public et faire des concerts live. Et le tout en s'assurant de faire un énorme coup de pub. Et si Fortnite est aussi enclin à offrir ce genre de contenu, c'est tout sauf un hasard. Le jeu reste très populaire chez les jeunes comme chez les plus grands et offre aux partenaires éventuels l'assurance de promouvoir quelque chose tout en promettant à Epic Games une petite pub. Si Master Chief est apparu fin 2020, c'est pas pour rien, hein. Si Mando a eu le droit à son pack de skins un petit peu avant la saison 2 de The Mandalorian, c'est tout sauf un hasard. Epic Games a tout simplement réussi à monnayer d'une certaine manière ou d'une autre le succès de leur jeu, et en profite donc pour s'offrir les plus grandes références de la pop culture à des moments bien précis. Une recette qui marche très bien, et nous montre que même si on s'amuse à mettre en avant tous les défauts de Fortnite, il est cependant très difficile de nier à quel point Fortnite a eu un impact phénoménal sur l'industrie du divertissement. Jean Reno dans Onimusha. Non, il n'y a aucune erreur dans le script, hein. On parle bien de l'acteur français qui a réussi à s'incruster dans un jeu vidéo japonais, dans Onimusha 3. Né de l'esprit de Yoshiki Okamoto, principalement connu pour son travail sur Street Fighter 2 et Resident Evil, la licence Onimusha a fait ses balbutiements en 2001 sur PlayStation 2 et Xbox sur le très sympa Onimusha Warlords. Le concept est plutôt sympa, des personnages historiques liés au Japon féodal, un héros qui maîtrise le pouvoir des Oni, donc littéralement des démons, le tout saupoudré d'êtres surnaturels pas très gentils qui sèment le chaos. Mélangez tout ça et vous obtenez le fil rouge d'un Onimusha. Entre temps la licence a pas mal évolué et en moins de 5 ans, c'est plus de 4 jeux qui verront le jour, et ce jusqu'à l'opus qui nous intéresse, Onimusha 3 Demon Siege. Alors oui je sais 4+1, normalement, ça fait pas 3, mais entre Onimusha 1 et Onimusha 3, il y a eu pas mal de jeux. Onimusha 2, parce que jusque là tout va bien, mais on a eu aussi Onimusha Tactics et Onimusha Blade Warrior, avec une fameuse chronologie assez chaotique made in Japan. C'est donc dans Onimusha 3, sorti le 26 février 2004, que notre personnage improbable va pointer le bout de son nez. Jacques Blanc. Ah pardon, Jean Reno dans le rôle de Jacques Blanc. Jean Reno, a.k.a. Godefroy de Montmirail, dans un jeu logoté Capcom. Oui, je sais, ça fait bizarre. Bonne nuit les petits. Mais c'est pourtant le choix de Capcom Production Studio 2 qui voulait absolument l'acteur et sa voix pour incarner Jacques Blanc, un agent de la DGSE qui, grâce à une faille dimensionnelle, va croiser la route du héros suite à son catapultage dans un Paris assiégé par des démons. Et c'est justement après avoir sauvé la vie de Samanosuke que Jacques finira par être projeté à son tour au Japon du XVIe siècle, retournant dans la trame principale de la licence. Débutera donc une aventure on ne peut plus standard pour un Onimusha, à la seule exception que le jeu permettra aux joueurs de switch entre les deux époques et entre les deux personnages. Oui, parce que le plus beau dans tout ça, c'est que notre Jacques Blanc national n'est pas juste un invité. Non, c'est un personnage jouable. Et il est même super cool à jouer en fait. Il a une importance dans le scénario et vous allez passer un petit moment à le contrôler. Je répète, au cas où, il existe sur cette terre un jeu vidéo dans lequel vous pouvez défoncer des démons à coups d'épée japonaise avec Jean Reno. Et même si sur le papier ce genre de crossover ça peut faire sourire, si on y regarde de plus près, tout ça n'a rien de très surprenant. Jean Reno au Japon, c'est une superstar, peut-être même plus qu'en France. Il a été découvert au pays du soleil levant à travers des films comme Nikita, Le Grand Bleu, Les Rivières Pourpres, ou même Wasabi. Et d'ailleurs, la sortie des Visiteurs au Japon est arrivée à peu près avant le développement du jeu. C'est vous dire si le timing était bon. Et si après tout ça, vous doutez d'un lien entre l'amour que portent certains des Japonais à Jean Reno, sachez qu'en 2012, on lui a même demandé d'incarner Doraemon dans une publicité pour Toyota. Oui, un Frenchie bien de chez nous joue le rôle de l'icône de plusieurs générations d'enfants japonais. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. D'ailleurs, si vous voulez retenter ou juste
découvrir Onimusha 3, sachez qu'il est trouvable sur eBay pour un peu moins de 10 € sur PlayStation 2 et PC. C'est certes pas pratique, mais je vous assure que ça vaut le coup de ressortir votre vieille PS2. Et si ça peut vous motiver, je vous laisse avec ces quelques mots de Jean Reno qui nous parle avec amour de cette Onimusha 3. Ceux qui vont jouer à Onimusha 3 au Japon, ils vont faire un voyage dans le temps. Ils vont partir de France et vont partir de France aujourd'hui jusqu'au vieux Japon, où il va y avoir des monstres et des samouraïs. Allez-y, tuez ces monstres. Moi, je vais venir. Bon, je pense que c'est bon là, on a notre quota de personnages de crossover bien intégrés. Initialement, j'aurais aimé en mettre d'autres, comme Lars dans Naruto Shippuden, mais bon, la vérité c'est qu'il aurait davantage dû être cité dans notre première vidéo. Le personnage est là vraiment pour faire office de caméo, et son histoire n'est même pas développée dans le jeu. Un clin d'œil rigolo, dont le feat est intéressant si on se penche plus sur le redesign made in Masashi Kishimoto. Maintenant, et je pense pour conclure cette trilogie sur les crossovers, ça serait peut-être plus intéressant de parler de ces jeux qui sont en fait conçus pour être des crossovers entre plusieurs licences. Kingdom Hearts ou PlayStation All-Star Battle Royale qui sont autant de jeux qui, dans leur essence même, existent parce que ça doit être des crossovers. Des jeux qui sont aujourd'hui dans le paysage, on les connaît très bien, c'est vrai, mais qui pour l'époque étaient tout sauf probables. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, quel jeu crossover vous vous attendriez à voir dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse, c'était Iko. Ciao!